Bonjour chers amis, bienvenue sur Hervé TV pour une émission spéciale. Une émission spéciale enregistrée au cœur de la Corse, chez l'ami Alex, au restaurant à Taoula, que je recommande, un restaurant en pleine nature, petit paradis terrestre, au milieu de la Corse, pas loin de Ponteleccia, sur la commune de San Lorenzo. Nous sommes ici pour parler de l'anniversaire du génocide contre les Arméniens. Je dis bien du génocide contre les Arméniens, parce que trop souvent dans les médias on parle du génocide arménien. Je préfère parler du génocide commis contre les Arméniens, parce que n'oublions pas que ce sont les victimes étaient les Arméniens. Il faut appeler un chat, il faut appeler une victime, et il faut appeler un bourreau. Et en l'occurrence, nous parlons du 1,5 million de victimes arméniennes et des milliers de bourreaux ottomans turcs. Ceci étant posé, je voudrais maintenant vous présenter mes invités. À ma gauche, donc à droite de l'écran, Rafi Yahamian, qui est lui-même descendant ou petit-fils d'un survivant de ce génocide, et qui va donc parler en quelque sorte pour les Arméniens de Corse. Et à ma droite, j'ai mon ami Gérard Dijkstra, professeur d'histoire géo à Bastia, ami d'adolescence, qui a eu la gentillesse de faire la préface de mon dernier livre, Calistée, notre terre promise, qui vient de sortir aux éditions Vincentello d'Istria, dans lequel je parle beaucoup de l'Arménie et de l'Artsar, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, et qui c'est un peu, bon, je dirais pas que c'est grâce à lui, je ne veux pas l'embarrasser, mais enfin, nous avons contribué à une motion qui a été adoptée par l'Assemblée de Corse, une motion, comment elle s'intitule, Gérard, la motion Soutien au peuple de l'Artsar. Voilà, qui demande la reconnaissance de la République d'Artsar. Et cette motion a été adoptée à l'unanimité de tous les groupes politiques de l'Assemblée de Corse. Voilà pour l'introduction. Alors maintenant, je cède la parole à Rafi, qui est bien sûr le premier concerné, puisque nous sommes des sympathisants de la cause arménienne, mais il ne nous appartient pas de parler au nom de la nation arménienne ou au nom des survivants du génocide. Rafi, à toi. Oh, ça ne me dérange pas que tu parles de l'Arménie, ça nous fait plaisir de voir que les Corses aujourd'hui, ils ont une sensibilité identique aux Arméniens, donc avoir une liberté d'expression. Donc moi aujourd'hui, je voudrais parler de Talat. Comme tout Arménien sait, Talat a été le bourreau principal du génocide arménien. Connu en Occident sous son titre de Talat Pacha. Donc les Arméniens le considèrent comme l'Hitler turc. Moi je dis, ça ne peut pas être l'Hitler turc parce que Hitler a nommé ses généraux en 1939, à dire, quand il a préparé le génocide des Juifs, il dit « Qui se souvient aujourd'hui du génocide des Arméniens ?» Pour moi, Talat a été le père d'Hitler. C'est-à-dire qu'il a manipulé tout le monde pour que le génocide des Arméniens soit considéré comme normal. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Rafi. Je pense qu'il est indéniable du point de vue historique qu'il existe une filiation entre le génocide commis par les nazis contre les juifs et d'autres communautés, telles que les tziganes, pardon, c'est l'inverse, donc le génocide commis contre les Arméniens et le génocide commis une génération plus tard contre les juifs et d'autres communautés. Donc je vais faire un petit historique pour décrire qui était Talat. Talat, c'est un fils d'un officier important de l'armée ottomane, donc diplômé d'Edrine. D'Edrine, c'est la ville qui est frontière avec la Bulgarie. Donc il intègre en plus la grande loge maçonnique de Turquie, qui devient grand maître maçonnique en 1909, pardon. Et après, avec ses acolytes Kemal Pacha et Enver Pacha, on appelle ça les trois Pachas, ils ont renversé Abdulhamid, le sultan rouge,
qui avait commencé les massacres en 1896, et donc en disant nationaliste et progressiste. C'est-à-dire que tout le peuple turc croyait qu'on allait avoir une république normale, démocratique. Or, il se trouve que ça a été berné. Alors, c'est ce qu'on a appelé en Occident, ils étaient connus sous le nom de Jeunes Turcs, le mouvement Jeunes Turcs. Voilà. Donc, ils faisaient partie de le noyau dur, qui est le comité d'union et progrès. C'était le noyau dur qui manipulait les autres. Et donc, ils intègrent le gouvernement, il devient ministre de l'Intérieur, et au fur et à mesure que l'Empire ottoman perdait des territoires avec les guerres en 1913 jusqu'à 1914, donc le pan-turquisme est né là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que les chrétiens et les arméniens, il fallait les annihiler, il fallait les supprimer pour avoir le turc sur tout le territoire de Turquie jusqu'aux mer Caspienne. C'est-à-dire que nous, Arméniens, historiquement, on était sur place depuis plus de 3000 ans. On était considérés pour des pestiférés. Donc, en 1914, il commence à monter l'opération du génocide. Et pourquoi le 24 avril 1915? Parce que le 24 avril 1915, il arrête 275 intellectuels arméniens à Constantinople. Et une semaine après, on monte à 2300 personnes arrêtées, déportées dans les camps pour les assassiner. Donc, à partir de là, il a mis en place tout un système méthodique, c'est-à-dire qu'il avait ordre. D'ailleurs, il y a un historien turc, le seul, à mon sens, qui a écrit, qui s'appelle Taner Aksam. Il a reconnu le génocide. Il a reconnu, il a fait valider tous les télégrammes de Talat. Il a eu des menaces de mort, à tel point qu'il était obligé de partir en Allemagne en 1976. Et puis depuis, il vit aux États-Unis. Et donc, c'est le seul historien aujourd'hui connu, reconnu, à avoir décrit la méthodologie du génocide arménien. Donc voilà. Très bien, merci pour ce récapitulatif. Peut-être que je rajouterai une précision historique. L'Empire ottoman était un empire cosmopolite, c'est-à-dire qu'il comprenait des peuples de toute ethnie et même de toute religion. Les Turcs, ethniquement turcs, étaient minoritaires dans l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman était un empire immense qui s'étendait à une certaine époque. Il comprenait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie d'ailleurs, avant qu'elle ne devienne française, et jusqu'au Caucase, jusqu'aux confins de la Perse, en passant par l'Arabie, les lieux saints de l'islam en faisaient partie, et le nord de l'Afrique, ça descendait jusqu'au Soudan. Tout ça, c'était l'Empire ottoman. Donc dans cet empire, c'est le seul empire, je pense, qui ait jamais existé, qui s'étendait sur 3 continents. J'ai oublié de mentionner les Balkans. N'oublions pas qu'au XVIe siècle, les Ottomans ont assiégé pendant plusieurs mois Vienne, menaçant directement la chrétienté, les nations occidentales. Et que la Grèce, ce qu'on a appelé ensuite la Yougoslavie, l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, tout cela faisait partie de l'Empire ottoman. Et avec la décadence qu'a connue cet empire, avec les coups de boutoir perpétrés par les nations occidentales et par les Russes pendant la Première Guerre mondiale, cet empire s'est écroulé comme un château de cartes. Les Arabes se sont soulevés, les autres nationalités se sont soulevées également, ce qui fait que l'Empire ottoman s'étant retrouvé du côté des vaincus en 1918, eh bien, les négociations qui ont eu lieu avec les vainqueurs ont voulu réduire à la portion congrue ce qui a été appelé la Turquie, mais qui n'était plus qu'une petite portion de l'Empire ottoman disparu. Et le premier traité qui a été conclu, le traité de Sèvres, n'est-ce pas, était beaucoup plus sévère que celui qui l'a emporté par la suite, le traité de Lausanne, parce que alors là, le traité de Sèvres réduisait la Turquie à une partie de l'Anatolie, et même les détroits étaient sous contrôle allié, et
l'Arménie et le Kurdistan étaient ressuscités. Malheureusement, les Grecs se sont lancés dans une guerre aventureuse contre la Turquie, qui a été remportée par le chef de l'armée, Mustafa Kemal, qui s'est fait par la suite appeler Atatürk, et qui a conduit à la disparition de la Grèce d'Asie. Les Grecs ont été chassés de Turquie, et donc là, il y a eu un nouveau traité où la Turquie a négocié plutôt en position de force, et puis les Occidentaux avaient besoin de la Turquie pour faire face à la révolution bolchevique. La Russie était devenue bolchevique, donc ils ont fait un choix géopolitique tout à fait cynique de faire alliance plutôt avec la nouvelle Turquie pour faire face au péril rouge. Et c'est ainsi que la Turquie a repris les frontières, a pris plutôt les frontières que l'on lui connaît aujourd'hui. Et ce que l'on appelle de nos jours la République d'Arménie n'est qu'un petit lambeau de l'Arménie historique. La République d'Arménie actuelle, c'est l'ancienne République socialiste soviétique qui avait été intégrée à l'Union soviétique après la victoire des bolcheviks en Russie. Donc ce n'est qu'un petit lambeau. La République d'Arménie actuelle, c'est un tout petit pays qui fait 180 000 km², je crois, quelque chose comme ça. Non, 29 000. 29 000, pardon, 29 000 km². Donc c'est la Belgique en quelque sorte. 29 000. Mais la plus grande partie de l'Arménie historique se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est ce qu'on appelle l'Arménie occidentale. La capitale historique de l'Arménie, qui est un site magnifique, la ville aux 1001 églises, Ani, se trouve en Turquie, juste sur la frontière arménienne. La montagne sacrée des Arméniens, le mont Ararat, là où Noé, selon la tradition judéo-chrétienne, serait arrivé à la fin du déluge, et que l'on voit depuis Yerevan, la capitale de l'Arménie actuelle, et bien le mont Ararat, que les Arméniens voient tous les jours quand il fait beau, malheureusement, le mont Ararat est en Turquie. Je voudrais revenir un petit peu pour finir l'histoire de Talat. Donc, en 1818, le 14 octobre 1818, c'est la reddition de l'Empire ottoman. Donc, ils ont été condamnés en 1919, 5 juillet, les trois pachas, par contumace à mort. C'est-à-dire qu'on devait les tuer. Sauf que ces trois personnages fuient l'Empire ottoman, ils vont à Berlin. Donc là-dessus, la Fédération révolutionnaire arménienne, le Tashnak Sutioun, monte l'opération Némésis. Némésis, c'est la vengeance, c'est la déesse de la vengeance. Donc, tous les personnages qui ont fait partie de ce génocide ont été assassinés. Le plus important, Talat, en mars, exactement 15 mars 1921, d'ailleurs, dans le film de Maïrik, je ne sais pas si les gens ont vu ce film, on voit le procès de Terlierian, Sormon Terlierian, comme quoi il dit « Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. L'assassin, c'est Talat, qui a assassiné 1,5 million de mes compatriotes. » Donc, ils ont été tués, mais la République Turquie ne valide pas la condamnation de Talat. Donc en 1943, les nazis, parce qu'il a été inhumé à Berlin, donnent les cendres d'Talat à la Turquie. Et comble d'indécence, mais il n'y a même pas de mot de qualifié. Aujourd'hui, 2023, il y a un mausolée de Talat. Très beau mausolée. En mémoire du plus grand génocidaire du XXe siècle, le premier génocidaire. Comment on peut accepter ça? Est-ce que les Allemands ont fait un mausolée pour Hitler? Pour moi, c'est abject. Les plus grandes avenues des plus grandes villes de Turquie portent le nom de Talat Pacha. Et comble de la provocation, quand vous allez en voiture à Istanbul venant d'Europe, l'avenue qui vient donc de Grèce, si vous voulez, Talat, qui se dirige vers Istanbul, c'est l'avenue Talat Pacha. Donc, c'est ça, je veux rebondir là-dessus, Rafi, si tu le permets. L'Allemagne, et c'est tout à son honneur, a fait la dénazification après la guerre. Les responsables nazis, ceux qui ont survécu, ont été jugés et condamnés. Il y en a certains qui ont échappé. Certains sont partis en Amérique latine, c'est vrai. Bon, il est interdit en Allemagne
d'exhiber la croix gammée ou de chanter des chants nazis ou de faire l'apologie d'Hitler ou même de vendre Mein Kampf. Jusqu'à il y a très peu de temps, Mein Kampf était Mon combat, le livre d'Hitler, était interdit en Allemagne. Donc l'Allemagne a fait son mea culpa. Willy Brandt s'est agenouillé au mémorial du ghetto de Varsovie, dont on vient de célébrer l'anniversaire il y a quelques jours à Varsovie. Geste très fort s'il en est. Les Turcs n'ont jamais rien fait de comparable. Bien au contraire, les Turcs utilisent leur puissance, parce que la Turquie est malgré tout un pays puissant, qui a des moyens d'influencer la communauté internationale. La Turquie utilise ses réseaux, ses diasporas dans tous les pays d'Occident pour influencer l'opinion publique internationale, pour dire que le génocide n'a jamais existé, qu'il y a eu des victimes de part et d'autre, que c'était la guerre, que les Arméniens ont aussi massacré des Turcs, etc., etc., autres balivernes, pour renverser les rôles et pour faire croire finalement que les victimes étaient les responsables des massacres. Donc la Turquie, et là je ne vise pas seulement le président Erdogan, ce sont tous les gouvernements turcs depuis Mustafa Kemal Atatürk jusqu'à nos jours qui ont eu une politique négationniste. Et les pays d'Occident, les États-Unis et d'autres ont toléré ce négationnisme d'État. Aujourd'hui, la Turquie continue à nier. Selon les autorités turques, le génocide n'a jamais existé. Ils ont même créé un mémorial en Turquie en mémoire des victimes turques tuées par les Arméniens. C'est quand même le comble de l'indécence et de l'horreur. Donc, c'est ça, moi, le message principal que je tiens à faire passer aujourd'hui, à travers cette modeste émission, c'est que ça suffit avec le négationnisme. Ne nous laissons plus intimider par la Turquie et par ses réseaux en Occident. Chaque fois que je publie une vidéo ayant trait au génocide ou ayant trait aux exactions de l'Empire ottoman ou de la Turquie sur cette chaîne RVTV, dans les minutes qui suivent la publication de cette vidéo, des commentaires insultants, orduriers et grossiers sont publiés en dessous l'écran que vous voyez actuellement. Je m'empresse naturellement de les supprimer, parce que autant j'aime la contradiction, autant je ne supporte pas l'insulte et la vulgarité. Et il faut croire que certains payés par la Turquie passent leur temps à scruter YouTube, à scruter Internet, pour vérifier que l'on ne dise pas de mal de la Turquie et surtout que l'on ne mette pas en avant le génocide contre les Arméniens. Alors, pour continuer dans l'historique, on a eu les trois pachas qui ont préparé le génocide. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a trois dictateurs qui nous font autant mal, que je vais les nommer, hein, bien sûr. Aliyev, Erdogan et Poutine. Pour moi, le premier ennemi de l'Arménie, c'est Poutine. Parce que depuis le temps. Pourquoi le corridor de Latchine a été coupé? Parce que Poutine veut forcer la main aux Arméniens pour qu'on la lâche Syunik. Jamais de la vie on lâchera Syunik. La province de Syunik. Qui ferait la jonction entre Nakhichevan, autre territoire arménien qui a été désarménisé par Staline, le plus grand boucher du XXe siècle, aux Arméniens, parce que c'est lui qui a créé l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est quoi? Ça a été monté par Staline. À l'époque, il a donné l'Artsakh et le Nakhichevan pour diviser pour mieux régner. Dans la constitution de l'URSS, c'était stipulé que si plus de 90% des gens qui habitent dans le territoire demandent l'indépendance, peuvent obtenir. Et en 1991, pardon, les habitants d'Artsakh, ils ont voté pour l'indépendance de l'Artsakh. Parce que c'était dans la constitution de l'URSS. Donc par contre, l'Azerbaïdjan n'a jamais accepté. D'où la guerre qui a duré 3 ans. Il y a eu 40 000 morts de chaque côté. Hein. Et en 2016 et en 2020, la guerre de 44 jours. Et aujourd'hui, ça fait 135 jours que les gens d'Artsakh sont coupés du monde sous prétexte qu'ils disent « Ah bah oui, mais c'est écologique, ils font n'importe quoi dans leur pays. »
Et ça, le premier fautif, c'est Poutine. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Rappelons pour nos vidéospectateurs que la Russie, au terme de l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, s'était engagée à placer entre les belligérants une force de maintien de la paix. Oui. Laquelle force, je l'ai rencontrée d'ailleurs quand je suis allé en Artsakh. Donc il y a des forces russes qui s'interposent entre les forces arméniennes côté arménien, les forces artsakiotes côté artsakiote et les forces azerbaïdjanaises sur les lignes de front telles qu'elles existaient au 9 novembre 2020. Et malheureusement, la géopolitique étant ce qu'elle est et l'actualité étant ce qu'elle est, il y a eu depuis la guerre d'Ukraine, la Russie s'est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire en Ukraine, que nous ne cautionnons pas, bien sûr, mais on dit souvent un train peut en cacher un autre. Là, c'est plutôt une guerre peut en cacher une autre, parce que depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, l'opinion internationale a oublié l'Arménie, a oublié l'Artsakh. Donc nous sommes là aujourd'hui pour nous souvenir du génocide de 1915 et pour dresser un parallèle entre ce génocide et ce qui est en train d'être accompli, perpétré par Aliyev et ses sbires dans le Caucase, qui consiste, après avoir éradiqué l'arménité du Nakhitchevan, d'éradiquer également l'arménité du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent l'Artsakh, parce que en bon adepte de Mussolini, Mussolini disait que, en parlant de la Corse, qu'il voulait la cage, mais que les oiseaux ne l'intéressaient pas. Et bien Aliyev, c'est pareil, il veut la cage, c'est-à-dire il veut le territoire pour pouvoir mettre des Azerbaïdjanais, pour pouvoir repeupler ce territoire avec des Azerbaïdjanais, mais les Arméniens, ils préféreraient les voir choisir entre la valise et le cercueil. Et bien justement, non, les propriétaires de ce territoire depuis des millénaires, l'Artsakh c'est le berceau de la nation arménienne, ils n'entendent pas se céder à la loi du plus fort, ils sont chez eux, leurs aïeux sont enterrés sur cette terre et ils entendent bien mourir sur cette terre. Donc ils n'accepteront pas le diktat d'Aliyev qui en fait n'est qu'une marionnette d'Erdogan. Tout à fait, tout à fait. Non seulement c'est une marionnette d'Erdogan, et c'est Poutine qui est derrière, qui manipule tout le monde. Quand Poutine vendait des armes à l'Arménie, il vendait les mêmes armes en 2 fois plus à l'Azerbaïdjan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est diviser pour mieux régner. Donc le fameux traité de 9 novembre 2020, c'est un supercherie, mais énorme. Donc soi-disant qu'on devait protéger ce couloir de la Chine. Mais il n'y a rien qui a été fait, quoi. La preuve. C'est n'importe quoi. Je trouve et que... malheureusement, toujours à cause de ce conflit d'Ukraine, les dirigeants de l'Europe, à commencer par Madame von der Leyen, se rendent à Bakou, font des salam aleik au dictateur Aliyev, ne parlent pas de ce qui est en train de se passer en Artsakh, et par contre, ils signent des contrats pour pouvoir obtenir le gaz et le pétrole azerbaïdjanais qui viendraient en Europe par des pipelines qui passent par la Turquie pour remplacer le gaz et le pétrole russe. Mais ce qu'on oublie, c'est que là aussi c'est une supercherie, parce qu'une partie de ce gaz et de ce pétrole est en fait du pétrole russe qui passe, parce qu'il y a aussi un pipeline qui vient de Russie, qui passe par l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan revend plus cher naturellement à l'Europe. Donc en fait, on continue à acheter du gaz et du pétrole russe avec l'étiquette Azerbaïdjan. Je voudrais quand même laisser la parole à notre second invité, Gérard Dijkstra, qui va nous parler un petit peu du problème vu de Corse et de la solidarité qui existe entre le peuple corse et le peuple d'Artsakh. Oui, bon, d'abord je remercie les intervenants pour leur brillant exposé historique. Pour leur brillance exposé historique, juste pour le compléter simplement en disant que une des tragédies de cette partie du monde, c'est sûrement les mauvaises conséquences de la Première Guerre mondiale, où par exemple les traités, les puissances européennes, tu viens de parler de la lâcheté de l'Europe là à propos du gaz, etc. La lâcheté à l'époque, ça a été
d'oublier des peuples. Hein. Donc des peuples ont été oubliés, le peuple arménien, le peuple kurde, bref, il y a eu un découpage territorial qui n'a pas respecté le droit des peuples. Alors, le droit des peuples, c'est vrai que le nationalisme de ces temps était un nationalisme extrêmement ethnique et qui avait tendance à vouloir des nations homogènes. Bon, le problème, c'est que pour la Turquie, soit la Turquie reconnaissait d'autres nations en se séparant d'elles, soit elle voulait, comme tu l'as bien dit, les éradiquer. Et c'est ce qui a été malheureusement choisi. Hein, c'est-à-dire une épuration ethnique pour dire, puisqu'il faut, on convient d'imiter le modèle européen d'un nationalisme basé sur le ethno-culturel, je dirais, et sur ces bases-là, bon, ben, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, on les écrase, on les fait disparaître. Bon, ça c'était un petit rappel historique. La situation actuelle en Europe et avec la Corse. Bon, le peuple corse est un peuple qui n'est pas reconnu, autre que par lui-même, qui n'est pas reconnu par la France, bien qu'il y ait eu une tentative lorsqu'il y a eu une première négociation pour une petite autonomie lors d'un projet de statut en 1989, mais il n'est pas reconnu véritablement. Par conséquent, il est sensible au sort d'autres peuples qui soit ne sont pas reconnus, soit sont sans État et soit n'ont pas des droits à l'autodétermination qui sont reconnus. Alors là, tu l'as bien rappelé, le peuple arménien d'Artsakh s'est prononcé démocratiquement pour son autodétermination et pour son droit à exister dans ses frontières, dans son berceau naturel, comme tu l'as rappelé. Donc nous, on a été sensibles, tous les différents partis ou mouvements indépendantistes ou autonomistes de Corse, à cette question. Alors il y a eu une première sensibilisation lors du précédent conflit de 2020, et puis il y a eu la question du corridor. Alors la question du corridor, on a bien compris, là justement, on pensait que le conflit, qui allait avoir justement un possible arrangement, hein, on a bien compris la duplicité là, des uns et des autres, enfin des Russes, hein, et on a bien compris qu'en fait il s'agissait d'écraser, en étranglant cet axe vital, d'étrangler l'Artsakh. Donc nous on a proposé, notre groupe Corinne Front à l'Assemblée de Corse, on a fait une proposition de motion qui prenait cette actualité, hein, cette actualité du corridor de la Chine, et qui en profitait pour apporter une solidarité internationale au peuple arménien d'Artsakh. Donc on est très satisfait que cette motion ait été votée à l'unanimité de tous les groupes politiques. Pas seulement les groupes nationalistes, je dois le dire. C'est-à-dire toute l'Assemblée de Corse a voté, y compris la droite républicaine, comme on dit. Hein. Donc on est satisfait de ce résultat grâce au lobbying et au travail de notre groupe politique. Bon, il y a eu unanimité sur la question, mais pas une question de façade. C'est-à-dire qu'on a souhaité, il est demandé que l'on puisse exprimer, bien que nous n'ayons pas de compétences en Corse internationale, que nous fassions connaître cette position, y compris aux autorités d'Artsakh, et que ça puisse apparaître, même si c'est modeste, à l'échelle de la géopolitique européenne, qu'on sache en Arménie que le peuple corse a été solidaire du peuple arménien d'Artsakh. Voilà, je voulais remercier donc tous ceux qui ont travaillé à cette motion. Et dans le travail de notre groupe, il est d'usage que si on propose une motion sur un sujet qui concerne certaines personnes, on fasse une co-construction un peu et qu'on les consulte. Donc je voulais souligner aussi que nous avons consulté l'association représentative d'Arméniens en Corse, nous avons l'AMICA, hein, on sait qu'elle est représentative et reconnue par les fédérations, c'est ça, par le CCAF. Le CCAF. Donc nous sommes à ce niveau-là, bon, nous considérons que les interlocuteurs qui nous sont proposés sont nos interlocuteurs, hein, et nous leur avons fait part de ce projet, nous leur avons soumis, hein, nous leur avons dit s'ils avaient des propositions, nous avons co-construit avec eux le document, et on est satisfait qu'il ait pu aboutir, et on a un autre vœu, c'est que l'Assemblée de Corse n'hésite pas à se saisir de sujets internationaux, même si le préfet dit oui, ce genre de motion n'a rien à voir avec vos compétences, pas du tout. Le peuple corse est un peuple, l'Assemblée de Corse est une assemblée délibérante qui est souveraine et qui peut très bien exprimer une position internationale, la faire connaître, et même si le concert actuellement en Europe, il est de bon ton de dire oui, le soutien au peuple arménien
il est un petit peu préempté, le soutien ou aux chrétiens d'Orient est préempté par des idéologies à droite, peu importe, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est une motion de principe. Sur une question de principe, nous soutenons d'autres peuples de par le monde, le peuple kanak, je peux en citer d'autres, hein, lorsque leurs droits ne sont pas respectés, et il était tout à fait normal que nous soutenions le peuple d'Arménie. Alors l'aspect culturel, on ne le cache pas, hein, il est exact que c'est une vieille nation chrétienne, ça fait partie aussi d'une partie importante de l'histoire de l'Europe. Donc c'est un aspect, mais même s'il n'est pas déterminant chez nous, c'est un des aspects de la question que certains utilisent, hein, pour vouloir dire qu'il y aurait une guerre de civilisation, dite de civilisation, entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Hein. Bon, ça c'est une vision extrêmement simpliste, hein, que nous récusons. Il y a bien des questions de civilisation et des vraies questions qui interpellent, notamment la question de l'islamisme, hein, qui interpelle en effet les peuples démocratiques, pas seulement l'Occident. Hein. C'est un grand débat que nous ne fuyons pas et pour lequel nous sommes très clairs. Nous avons toujours lutté contre le salafisme, contre toutes ces expressions. Mais en l'occurrence, cette espèce de petit jeu qui veut que l'on rejoue une petite guerre chrétien-musulman, même si ça fait partie de la géopolitique là-bas, hein, entre les forces, je dirais, dites néo-ottomanes, hein, c'est comme ça qu'on le qualifie, cet impérialisme qui a un aspect religieux, hein, qui existe. Tu as rappelé les racines de ces criminels de guerre, et nous voyons bien qu'il y a toujours des pousses actuellement de ce y compris en France. Y compris en France. À travers, hein, les loups gris. Bon, d'autre part, il y a en effet une sorte de mouvement, de réaction en Occident, de vouloir dire que l'islam est absolument... il faudrait faire une croisade contre l'islam dans son entier. C'est pas notre propos, voilà. C'est pas notre propos. Notre propos, c'est le droit des peuples, les droits humains, et faire de la Méditerranée et du Caucase une ère de paix et de coopération et de prospérité pour tous ces peuples. Je dis bien pour tous ces peuples, grands, petits, qu'ils aient été victimes, qu'ils soient maintenant des peuples importants, peu importe, le temps n'est plus à ces conflits barbares, il faudra avancer vers autre chose. Nous approchons du terme de notre émission, et pour conclure, je voudrais rappeler un élément important. La notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été inventée en Corse. Je n'ai de cesse que de le rappeler. Ça a été inventé à l'époque de Pascal Paoli au XVIIIe siècle. Le peuple corse était un peuple précurseur en Europe et dans le monde, puisque Pascal Paoli le premier a défini donc la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, notion qui a été reprise par la suite par d'autres révolutions outre-Atlantique et également en Europe et ensuite dans les pays du Sud. Mais cette notion est une notion inventée en Corse et nous souhaitons qu'elle puisse s'appliquer au peuple artsakiote. Merci. Et alors, nous allons... Je voulais remercier les Corses de leur motion à l'humanité pour justement pour défendre notre cause. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on n'a personne qui nous aide. Personne. On n'a aucun pays sur qui on peut compter. C'est vrai. Les Allemands sont, depuis le génocide, c'est les précurseurs à avoir aidé la Turquie en leur aidant. Ensuite, les Américains nous ont laissé faire. Les Anglais, j'en parle moins. Aujourd'hui, on n'a personne. Alors, la France parle, mais il n'y a pas que les paroles qui comptent. C'est les actes. C'est les actes. Les paroles, c'est une chose. C'est les actes qui comptent. Donc voilà. Merci les Corses. Donc merci à Rafi d'avoir fait la route, ainsi qu'à Gérard pour enregistrer cette émission. Et je rappelle que c'est demain la date officielle de la commémoration du génocide commis contre les Arméniens en 1915-1916 et que nous avons décidé cette année de le célébrer de manière virtuelle en faisant cette vidéo parce que nous ne voulons pas participer aux manipulations d'individus sans scrupules qui tentent de récupérer cet événement
à leur compte en organisant de pseudo-manifestations dans les grandes villes et qui font paraître des communiqués dans le journal local, etc. etc. Nous ne nous battons pas, nous ne souhaitons pas nous abaisser à ce niveau-là. Nous souhaitons célébrer, ou plutôt commémorer, ce génocide dans la dignité, sans récupération. Et je vous invite, chers amis, à conclure cette émission en écoutant l'hymne national arménien et en respectant une minute de silence en mémoire du 1,5 million de victimes. Le chiffre d'1,5 million n'est pas un chiffre scientifiquement exact. C'est peut-être 1 million, c'est peut-être 2 millions. À l'époque, personne n'a maintenu de comptabilité. Mais de toute façon, que ce soit 1 million ou 2 millions, l'horreur est la même, le caractère indicible de ces génocides est le même, et tout doit être fait pour qu'il ne soit pas nié et pour qu'il ne soit pas oublié. Donc respectons une minute de silence pour les victimes du génocide. Merci. 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 J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Moi, tu as fait bien.